Donc je vais faire l'appel des présents, qui sera peut-être plus court que l'appel des absents. Luc Raymond présent, Anne Gérin, Jérôme Bussy, je pense qu'il va arriver, il doit fermer le magasin. Christine Carrara, Olivier Goua, Nadine Medvenuto, au pouvoir Nadia Maurice, Anne Platel, au pouvoir Charlie Pett, Jean-Claude Delest, Charlie Pett, présent. Pascal Jaubert, présent. Monique Deveau, au pouvoir à moi-même, Jean-Louis Soubérou, Sandrine Jorin, au pouvoir à Pascal Jaubert, Olivier Tusser, elle devrait arriver, il est pas là. Nadia Maurice, présent. Marc Descours, Angélique Alloget, Lucas Lacoste, on n'a pas dit qu'il n'était pas là. Nadège Denis, pouvoir Anne Gérin, Louise Fouillon, présent. Ah ben voilà, Cécile est là. Il n'y a pas de souci. Cyril Bruyère, Dominique Lafargue, pouvoir Christine Carrara, Jean-Claude Canoncini, Daniel Magnin, pouvoir Cyril Bruyère, elle est en Allemagne avec son lycée, Fabienne Santis, Laurent Godard, Cécile Frollet, Damien Puy-Grenier et Salim Majiba, pouvoir Fabienne Santis. Bien, je vous propose comme secrétaire de séance, je vais regarder la liste historique, Jean-Louis Soubérou ne l'a jamais été. S'il veut bien. D'accord, la première question, la deuxième, c'est bon. Alors, je vous propose, donc il n'y a pas d'opposition, je vous soumets assure la mission de secrétaire séance. Les oppositions et l'abstention, il n'y en a pas. Le compte-rendu du 31 mars vous a été envoyé en 2 fois. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas? On a intégré l'intervention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées. Eh bien, très bien, nous allons pouvoir démarrer ce conseil municipal par la première délibération qui vous sera présentée par Olivier Goua concernant l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées concernant le transfert de la compétence eau pluviale urbaine. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc j'expose au conseil municipal que vu le code général des collectivités territoriales, vu le rapport de la CLED en date du 15 mars 2022, que les communautés d'agglomération assurent donc depuis le 1er janvier 2020 une nouvelle compétence obligatoire, auparavant exercée par les communes, qui s'appelle la GPU, la gestion des eaux pluviales urbaines, qui est distincte de la compétence assainissement. Donc conformément à la loi, la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, pour évaluer le montant de la compétence transférée et établir un rapport. Cette CLECT de la CAPV, de la communauté d'agglomération du Pérournais, s'est réunie donc le 15 mars 2022 afin de procéder à l'évaluation financière de la compétence. Mon micro s'était arrêté. À l'échelle du territoire du Pérournais, donc la charge transférée est évaluée à 528 916 € par an en fonctionnement et 827 085 € par an en investissement, uniquement pour le renouvellement de l'existant. Donc pour la ville de Vorec, les montants annuels s'élèvent à 78 438 € en fonctionnement et 129 635 € en investissement. Sur la base de ce rapport et après sa notification aux communes, le conseil communautaire se prononcera dans un second temps sur les nouvelles attributions de compensation. Dans le cadre du pacte financier et fiscal qui a été adopté le 14 décembre 2021, le conseil communautaire a délibéré pour le mécanisme suivant. La prise en charge totale par l'intercommunalité des investissements, sans répercussion sur les attributions de compensation, et une prise en charge partielle par l'intercommunalité du fonctionnement, avec une répercussion partielle, c'est 70%. Donc pour la ville de Vorel, cela équivaudrait, ça serait mieux de parler français, à 54 906 € et 60 centimes. Donc une répercussion sur l'attribution de compensation. Une partie de la gestion courante de cette compétence correspond aux 70%. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça va, c'est pas cassé. Sera confiée. Donc une partie de la gestion courante de cette compétence correspondant aux 70% sera confiée par convention aux communes afin de permettre à chaque acteur du bloc communal d'intervenir au meilleur niveau. Donc au regard de ces éléments, le conseil communautaire s'oriente vers une révision libre des attributions de compensation. Les montants délibérés par le conseil communautaire devront donc être confirmés par délibération de chacune des communes concernées. Donc la commission ressources, moyens, économie, interco et nouvelles technologies du 13 avril dernier
a donné un avis favorable et donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le rapport de la CLEC du 15 mars 2022 pour l'intégration de la compétence GEPU. J'en ai terminé. Bien, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions, Madame Santis? Alors donc cette délibération, elle va inclure plusieurs années de réflexion et d'atermoiement sur cette fameuse gestion financière de la nouvelle compétence des intercommunalités, avec les investissements donc seront portés par le Pays Voironnais, le fonctionnement quotidien d'entretien par les communes, voilà, par un système de on prend d'un côté et puis on redonne voilà, de l'autre. Voilà. Mais mes propos ne portent pas du tout là-dessus. Je dirais qu'au-delà de l'organisation financière, qui était importante, c'est aussi le moment de réfléchir aux objectifs de notre politique des gestions des eaux de pluie, en lien notamment avec la nouvelle obligation de la mise en place du ZAN, le fameux zéro artificialisation nette. Donc je rappelle que ce plan demande aux territoires, communes, départements, régions, de réduire de 50% le rythme d'artificialisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030 par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020. Et ce plan rentre aussi dans le cadre donc d'une meilleure adaptation aux effets du dérèglement climatique. Alors il est bon de rappeler que 1% de l'eau douce présente sur la planète est exploitable pour la consommation humaine. Aussi, les milliards de mètres cubes d'eau de pluie reçus chaque année sur les territoires imperméabilisés constituent plus que jamais une ressource à préserver et à valoriser, notamment en ville. Donc la désimperméabilisation, la végétalisation des espaces urbains, l'infiltration, la mise à disposition de l'eau au service du végétal, sa récupération pour des usages de proximité devient une priorité. Des actions indispensables face à la nécessité de limiter aussi l'arrivée des eaux de pluie aux stations d'épuration qui occasionnent des risques de pollution dans le milieu naturel en cas de forte pluie. Donc à cet effet, il y a un plan national pour une gestion durable des eaux pluviales avec des subventions d'État donc afférentes pour ces projets qui rentrent dans ce cadre. Et c'est un engagement de l'État pour aider les collectivités territoriales à mieux gérer les eaux pluviales, pour en faire plus qu'une contrainte, une ressource à mobiliser, notamment dans une perspective d'adaptation des villes au changement climatique. Alors nous espérons que les élus de Vorep, dans leur ensemble, porteront non seulement cette nécessaire réflexion au sein des instances du Pays Voironnais, mais aussi lors des différents aménagements urbains qui sont de la responsabilité de la ville, et qu'elle mettra aussi en chantier la réflexion sur le réexamen d'un certain nombre de règles inscrites dans notre PLU, pour prendre plus pleinement en compte les objectifs notamment du ZAN. Merci. Écoutez, moi je partage en grande partie tout ce que vous voulez dire, que les enjeux d'eau pluviale aujourd'hui sont importants. Alors c'est vrai que ce que on pourrait reprocher, c'est qu'aujourd'hui cette compétence GEPU qui a été attribuée aux intercos est que partielle. Aujourd'hui, le problème... et on dit souvent la question de l'eau, c'est un problème global, depuis sa chute, son passage dans divers tuyaux ou divers canaux, jusqu'à son utilisation ou au retour à la nature. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la GEPU, c'est-à-dire c'est les eaux pluviales urbaines. Mais ces eaux pluviales urbaines, il y en a avant, qui arrivent d'en haut, il y a de l'eau après, et qu'on saucissonne les espaces, et que cette compétence, d'une certaine manière, elle a été imaginée pour des espaces urbains, très urbains, mais pas des espaces comme des communes comme les nôtres, et encore moins pour des zones rurales. Parce qu'il y a une multiplication des intervenants sur le cycle de l'eau, qui fait que les choses ne sont pas, je trouve, simples à gérer. Après, sur la préservation des ressources en eau, ça je partage votre avis. Et bon, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de règles dans les constructions sur la gestion des eaux pluviales. Il y a des règles en termes d'infiltration, parce qu'aujourd'hui, quand qui que ce soit construit, d'abord, il y a des limites d'imperméabilisation qui existent dans le PLU. Alors peut-être qu'il faudra les accroître à un moment, mais aujourd'hui, il y a quand même des limites. Par rapport au rejet dans le réseau d'eau pluviale,
il y a aussi des contraintes qu'on fixe, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des opérations, on recommande aux gens et on leur impose un débit de fuite, comme on dit, mais très limité, et on les impose soit d'infiltrer, soit ou de stocker l'eau pour qu'elle n'aille pas dans le réseau d'eau pluviale et qu'elle soit au mieux utilisée. Il vaut mieux infiltrer que l'eau devienne de la nappe et réalimente la nappe, bien sûr, que repartir en eau de surface et qu'elle reparte dans les fleuves, dans les rivières, trop rapidement. Donc tout ça, je pense que ces objectifs-là, on les partage. Le zéro artificialisation nette, on le partage aussi. Enfin, je rappelle que toutes les opérations, en grande partie immobilières, en tout cas pilotées par le Pays Bornais ou par la ville, aujourd'hui, se font sur des secteurs qui étaient quasiment en grande partie artificialisés. Hein, et donc, du coup, je pense que sur certaines opérations, comme Champ de la Cour, à la sortie, il y aura plus de terrain, pleine terre, qu'il y en a aujourd'hui sur le périmètre de l'opération. Donc, je veux dire, c'est une préoccupation qu'on partage, qu'on met en œuvre, et dans le PLU, s'il faut revoir certaines règles, les préciser sur un certain nombre de points, je veux dire, il n'y a pas d'objection, et c'est important aujourd'hui que ce ZAN, comme on dit, soit mis en œuvre le plus vite possible à notre niveau et qu'on soit vigilant là-dessus. Je partage ce que vous avez dit sur l'eau, la gestion de l'eau et la non-artificialisation des sols. Pas quand on dit zéro, c'est pas zéro tout de suite, hein. Mais malgré tout, il faut limiter certaines artificialisations, et s'il y a des endroits où c'est possible, on peut aussi désartificialiser. Enfin, on ne peut pas le faire partout, hein. Il y a des endroits, à un moment, il y a un minimum qu'on ne pourra pas, en dessous duquel on ne pourra pas descendre. Est-ce qu'il y a des... Alors, le sujet, c'est la GPU, hein, c'est pas le ZAN. Jean-Claude. Comme tu abordes le problème des eaux pluviales, je pense qu'il y a aussi deux créneaux qu'il faudra qu'on fasse attention. C'est la politique du Pays Bornais par rapport justement à son réseau d'eau pluviale qui aujourd'hui reçoit beaucoup de ruissellement qui vont à la station d'épuration. Ça, c'est un gros travail et des sommes importantes à mettre en œuvre. Et deuxième point, je voudrais aborder, c'est simplement encourager dans le cadre pour une information. C'est encourager les gens à stocker leur pluviale pour, par exemple, alimenter leur WC. En tout cas, faire le arrosage. Alimenter les WC, c'est un peu plus compliqué. Non, mais ça se fait. Oui, oui. Beaucoup qui le font. C'est un peu plus compliqué. Après, sur tout ce qui est arrosage, bien évidemment, on peut que solliciter et pousser les gens à stocker un maximum d'eau. Pour revenir sur le réseau d'eau pluviale et la stratégie du Pays Bornais, je rappelle qu'aujourd'hui, quand même, la mise en séparatif de plus en plus des réseaux unitaires, parce que la question aujourd'hui, c'est les réseaux unitaires qui, à un moment, lorsqu'il y a des pluies, vont finir à envoyer des eaux parasites dans la station d'épuration, qui posent des problèmes après, pas forcément de pollution, mais en tout cas de baisse de rendement de la station. Et aujourd'hui, donc, cette politique, le Pays Bornais maintenant, je rappelle que sur le vieux Vorep, sur 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, on a quand même mis en œuvre ce séparatif, et c'était important de manière à bien faire en sorte que limiter les eaux pluviales. Il y a aussi le travail sur le réseau d'assainissement, parce que des fois, certains réseaux d'assainissement ne sont pas étanches et des eaux de nappe peuvent aussi entrer dans un réseau d'assainissement. Hein, ça existe, s'il est des tuyaux fendus ou des joints qui sont de mauvaise qualité. Et ça, c'est important pour la station d'épuration, que les eaux parasites soient réduites au minimum. Mais ça, c'est un travail. Il y a encore de l'unitaire sur Vorep, hein, parce qu'on a encore quelques déversoirs d'orage, comme on dit, qui est l'endroit où l'unitaire va devenir du séparatif, mais qui est un pis-aller, j'allais dire, en attendant de passer au réel séparatif. Laurent. Oui, merci. Je partage complètement pour ce qui est du séparatif, et à chaque fois qu'il y avait des gros travaux qui étaient faits, même par le passé, voilà. Il y a aussi les branchements en plomb, etc. Il y a énormément de travail à faire sur l'histoire du vieux Vorep.
Je voulais juste rebondir sur parce que je sais qu'on s'est regardé, on avait la même réflexion, je pense. Pour la récupération des eaux de pluie, je suis tout à fait partisan, surtout pour arroser le jardin, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et qu'on ne revive pas un enfer avec les moustiques. Donc, oui, mais avec des cuves adaptées. Voilà. Oui, ah bah ça, tout à fait. Tu as raison de souligner ça, puisqu'on commence à revoir des moustiques depuis quelques jours. Je rappelle que la commune mène une action sur tout ce qui est les espaces publics où il y a des eaux plus ou moins stagnantes, mais les particuliers sont importants, leur action est importante, et qu'un particulier qui laisse traîner une coupelle d'eau, c'est une production en plus pour le moustique qui lui se reproduit dans très peu d'eau. Je veux dire, on a des productions de moustiques colossales pour une personne qui va dans son jardin oublier de l'eau dans une coupelle. Et c'est vrai qu'il faut réinsister là-dessus. Nous, on aura beau agir sur tout ce qui est les espaces publics où de l'eau peut stagner. Si nos concitoyens eux-mêmes ne sont pas extrêmement vigilants là-dessus, il y aura toujours des moustiques. Enfin, je ne pense pas qu'on supprime l'existence des moustiques, mais en tout cas, on peut limiter. On peut limiter. Limiter la nuisance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Le point suivant, voilà, donc on va passer à des questions de ressources humaines. Anne Gérin sur la modification du tableau des effectifs. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Donc je présente au conseil municipal un certain nombre de modifications du tableau des effectifs conformément à tous les articles de loi du Code général des collectivités et aussi notre tableau des effectifs arrêté le 31 mars 2022. Donc il est nécessaire, et on le fait de façon très traditionnelle, d'ajuster nos tableaux. Donc sur le pôle éducation périscolaire jeunesse, dans le cadre d'un départ à la retraite, il est proposé de supprimer un poste d'attaché principal à temps complet à compter du 1er juillet 2022, date de départ effectif de cet agent. Sur le pôle ressources et moyens, services finances, également dans le cadre d'un départ en détachement, de supprimer un poste titulaire d'attaché à temps complet. Sur le pôle social, solidarité et petite enfance, notamment la crèche, malheureusement, suite au décès subi d'un de nos agents, proposé de supprimer le poste titulaire d'auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle à temps complet qui restait vacant. Et suite à un départ en retraite, proposé de supprimer un poste titulaire d'éducateur de jeunes enfants à temps complet et de créer un poste de titulaire du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture à temps complet en remplacement. Sur le pôle aménagement durable du territoire et de l'urbanisme au service des espaces publics, également, nous allons avoir un départ en retraite. Et donc, il s'agit de supprimer le poste titulaire d'agent de maîtrise principal à temps complet, et ce, à compter du 1er septembre 2022. Par ailleurs, au 1er juillet 2022 auront lieu un certain nombre d'avancements de grade suite à l'évolution de carrière des agents de la ville. Donc il est proposé de supprimer les postes en tant que titulaire sur les postes qui étaient précédemment tenus pour les adapter aux avancements de grade. Et vous avez la liste des postes. Alain, est-ce qu'on a la liste des postes? Voilà. Donc, tous les crédits nécessaires à la création de ces postes sont inscrits au budget de la collectivité. Et donc, avis favorable à la fois du comité technique du 8 avril 2022 et avis favorable de la commission ressources, moyens, économie, intercommunalité et nouvelles technologies du 13 avril 2022. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Y a-t-il des questions à ce sujet? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées.
Toujours dans le ressources humaines, Anne-Gérin, élection professionnelle 2022, création d'un comité social territorial commun entre la ville et le CCAS. Voilà, donc en fait, là également, c'est au vu de la loi notamment de 26 janvier 84 et un décret d'application du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et des établissements publics. Il est donc jusqu'à présent au conseil municipal, en vertu de l'article 32 de la loi du 26 janvier 84, il était prévu qu'un comité social territorial soit créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public rattaché à cette collectivité de créer un comité social territorial, donc ce qui remplace le comité technique et qui fusionne aussi l'aspect CHSCT, donc de créer un comité unique compétent à l'égard des agents de la collectivité, de l'établissement ou des établissements rattachés, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Donc, considérant que pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d'un comité social territorial unique, compétent pour l'ensemble des agents de la commune et ceux qui relèvent du CCAS, et considérant que les effectifs cumulés d'agents titulaires, stagiaires, contractuels du droit public ou privé au 1er janvier 2022, selon les conditions de recensement préconisées, à savoir pour la commune 198 agents, pour le CCAS 16 agents, il est permettant donc la création d'un comité social territorial commun, et considérant que l'effectif apprécié servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est donc de 214 agents, il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial commun à la commune et au CCAS. Donc de créer ce comité, de placer ce comité social territorial auprès de la commune de Voreppe et d'informer donc le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère de la création de ce comité social territorial, et que Monsieur le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc il y a eu un avis favorable du comité technique le 8 avril 2022, ainsi qu'à la commission ressources, moyens, économie, intercommunalité, nouvelles technologies le 13 avril 2022. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Nous avions déjà un comité technique commun entre la ville et le CCAS. Donc cette fusion, déjà, enfin, la première chose importante, c'est la fusion du comité technique et du CHSCT. Je rappelle que dans le privé, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a déjà 3 ans, au moins, Olivier, par là, ou 5 ans. Donc comme quoi, quand les choses se retransposent dans la fonction publique, c'est long. Non, mais la loi de 84 est toujours citée, c'est la grande loi qui portait le statut de base de la fonction publique. Bon, non, je pense que c'est important, enfin, ça évitera de multiplier les réunions, ça évitera des fois que des sujets, on ne sait pas si c'est du CT, du CHSCT, ou pour les passer aux 2 endroits. Donc ça simplifiera, je pense, le dialogue social avec les représentants du personnel. Je crois que toutes les collectivités passent à ça. J'ai vu que le Pays de Rhône va le faire à l'occasion du prochain conseil communautaire, parce que c'est passé hier en commission ressources et moyens. Donc c'est des choses qui vont rentrer dans toutes les collectivités, puisque globalement, en plus il y a l'échéance du fait qu'il y a des élections à la fin de l'année pour renouveler les représentations du personnel. Donc voilà, c'était quelque chose à mettre en œuvre pour que ça soit clairement prêt pour passer ces élections. Oui, Laurent. Oui, merci. Oui, bon, il y a convergence entre les structures du privé et de la fonction territoriale. Moi, je n'ai pas de problème particulier. Je vais juste redire ce qui a un peu été dit lors de la commission sur ces fusions qui peuvent effectivement faire moins de réunions, etc. Mais on s'aperçoit
que quelquefois les points du CHSCT ont tendance à être moins portés et du coup la fonction CHSCT a tendance petit à petit à s'anonymiser. Donc une vigilance, quoi, c'est de la part des personnes qui animent ces réunions, que ça soit de la part des deux côtés, hein, mais qui est vraiment cette attention à ce que le CHSCT ne disparaisse pas. C'est quelque chose d'important, et que les sujets continuent d'être abordés, voire suscités quand ça ronronne un peu trop. Voilà. Alors effectivement, c'est un point d'attention puisque hygiène et sécurité au travail, c'est quand même le point d'orgue, je dirais, d'un bon fonctionnement de toute structure. Sur la commune, nous avons mis en place tout un dispositif d'animateurs de prévention qui sont des relais importants pour pouvoir recueillir effectivement au quotidien les points qui peuvent dysfonctionner sur des points relatifs aux conditions de travail. Ils font un travail très pointu, ils sont très impliqués tous dans cette démarche, et on veillera effectivement à ce que ces éléments soient pris en compte lors des réunions sur le comité social territorial pour pouvoir intégrer ces points de vigilance qui peuvent apparaître, que ce soit sur des conditions, le port des équipements de protection individuelle, l'organisation d'un certain nombre de travaux, de conditions de travail. Voilà. Donc, on veillera effectivement à tout ça sur ce nouveau comité social territorial. Nous notons l'arrivée de M. Bussy. Non, mais je dis ça parce que pour les votes, il faut bien préciser quand les gens arrivent, parce que chacun est responsable de son vote, et s'il n'était pas là, il n'a pas voté. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote sur cette question du comité social territorial. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées? Alors, dans la même suite... Bienvenue à Jérôme, mais c'est vrai que vous avez remarqué que ça montre aussi des drainages, que 19h, ça reste quand même un petit peu tôt, on le dit depuis un moment. Ça reste, pour commencer à passer une petite à 19h, ça reste un petit peu tôt pour vous. Le prochain sera à 20h, je vous le dis déjà, parce que... Non, parce qu'avant, il y a le départ du lieutenant-colonel qui commande la compagnie de gendarmerie qui nous concerne de Mélan, et qui est le jeudi du conseil municipal à 18h, 18h30. On commencera un petit peu plus tard, ce qui vous fera... Voilà. Je vous le dis déjà, notez-le. Mais... Bien, allez, là toujours la parole à Anne Gérin sur la composition du comité social territorial. Oui, donc dans la continuité de la création de ce comité social territorial, il faut donc déterminer le nombre et la composition de ce comité social territorial. Donc il est variable en fonction du nombre de représentants titulaires du personnel, en fonction de l'effectif. Donc le nombre de représentants est fixé par délibération après consultation des organisations représentatives des personnels. Donc on a toujours 214 agents, 75 hommes et 139 femmes. Il est proposé donc de maintenir le recueil de l'avis du collège employeur et de maintenir ce qu'on appelle le paritarisme entre les deux collèges, c'est-à-dire qu'il y a autant de représentants du personnel que de la collectivité, donc personnel avec leurs titulaires et suppléants, et donc il a été proposé après avis des représentants des personnels de fixer ce nombre à 5 représentants sur ce nouveau comité social territorial. Oui. Après avis favorable du comité technique du 8 avril et de la commission ressources, moyens économiques du 13 avril, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Tout
un complément, puisque la question a été posée en réunion président par Madame Santis concernant le bilan social annuel ou biennal. Voilà, donc simplement il a été fait. C'est vrai qu'il a été à chaque fois communiqué au CT, mais on s'en est tenu là. Donc, à la prochaine commission ressources et moyens, on présentera le rapport de façon à ce que voilà, il sera présenté. Et donc du coup, comme on présente celui de l'année, il y a toujours la référence du précédent, donc vous aurez les comparatifs. Voilà, Madame Santis. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant. Je pense que ça serait bien de l'envoyer un peu avant la commission. Oui. Comme ça, s'il y a des questions, voilà, on pourra le lire un peu avant de découvrir le jour même. Merci. Voilà. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées. Toujours les ressources humaines. Alors là, c'est pas une délibération, c'est un débat sur les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire. Anne Gérin. Alors, donc je vais vous faire un cours sur la protection sociale complémentaire. Donc ça recouvre deux champs, à la fois les risques d'atteinte à l'intégrité physique et psychologique qui impliquent des rendez-vous et des soins médicaux, dénommés les risques santé, et les risques liés à l'incapacité de travail, dénommés encore risques prévoyance, ou plus connus dans la fonction publique et notamment territoriale, garantie maintien de salaire. Dans le champ de la prévoyance, moins connu, les contrats permettent aux agents fonctionnaires et contractuels de couvrir le risque de perte de salaire dû à des incapacités de travail. Le contrat de prévoyance peut également prévoir des compléments de salaire en cas d'invalidité partielle ou totale et ou un complément de retraite du fait d'une décote de pension liée à des conditions de départ d'invalidité et ou un capital décès. Donc, le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de participer financièrement au contrat de leurs agents. Actuellement, la participation des employeurs publics sur la base d'un décret de 2011 est facultative. La loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique ainsi que l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 prévoient notamment le principe de la participation obligatoire des employeurs publics au financement des garanties et de la protection sociale complémentaire de leurs agents publics, quel que soit leur statut. Dans la fonction publique territoriale, la participation obligatoire au financement de la prévoyance entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et celle de la complémentaire santé le 1er janvier 2026. La participation au financement de la prévoyance ne pourra être inférieure à 20% du montant de référence qui est fixé à 35 € par mois, soit 7 € minimum. Ça, c'est suite au décret qui est paru le 21 avril 2022. Ce montant, il est susceptible d'évoluer jusqu'au 31 décembre 2023, puisque ce sont les conditions actuelles. La participation actuelle de la commune et du CCAS sur cette prestation sociale se situe entre 5 et 10 € en fonction du traitement de base de l'agent. Le décret précise également les garanties minimales de la prévoyance pour les agents CNRACL et du régime général, c'est-à-dire une garantie minimale imposée d'un pourcentage de rémunération nette en cas d'incapacité temporaire de travail ou en cas d'invalidité. Concernant la participation au financement de la complémentaire santé, cette participation ne pourra être inférieure à 50% du montant de référence qui a été fixé à 30 €, soit 15 € minimum. Et là, le décret est paru le 21 avril 2022 et là aussi, le montant est susceptible d'évoluer. Donc, la commune et le CCAS aujourd'hui ne proposent pas de participation à ce jour sur cette complémentaire santé. Tout simplement parce qu'en fait une enquête avait été réalisée en 2016 et le personnel n'avait pas souhaité majoritairement une participation à ce titre. Alors je rappelle qu'à chaque fois ce sont des montants de participation sur des montants de référence et non sur les cotisations réelles payées par les personnes.
L'ordonnance 2021 prévoit la possibilité pour la collectivité de conclure un contrat collectif en application de la participation obligatoire uniquement sur le contrat avec plusieurs niveaux de garantie. Ce choix peut se faire après une négociation collective et un accord majoritaire suivi d'une mise en concurrence et de la désignation d'un prestataire. L'autre possibilité de participer à ce qu'on appelle à des contrats labellisés, pratique actuelle de la commune et du CCAS. Le contrat est donc librement choisi par l'agent en fonction de ses besoins. À travers les prochains décrets d'application de cette ordonnance, certains points restent notamment à préciser. Parmi eux, l'indice de révision du montant de référence, la portabilité des contrats en cas de mobilité entre différentes collectivités, le public éligible, les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations, la situation des retraités, la situation des agents qui ont plusieurs employeurs et également tout ce qui est lié à la fiscalité applicable sur ces participations, à la fois pour les agents comme pour les employeurs. Donc on a débattu, puisqu'une communication est obligatoire de cette participation à la protection sociale complémentaire lors du comité technique du 8 avril 2022. On a eu également des échanges lors de la commission ressources. Il est nécessaire donc de porter à connaissance du conseil municipal de l'assemblée délibérante ces débats. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce débat devra être renouvelé dans les 6 mois qui suivent chaque renouvellement des instances. Alors, soit les instances CST, soit les instances municipales. Donc, je déclare le débat ouvert au sein de l'Assemblée délibérante. Donc, je vais quand même énoncer la position qui est portée par notre équipe municipale. Donc cette obligation deviendra obligatoire pour nous. Pour autant, en tant qu'employeur, nous estimons que c'est aussi un moyen concret d'avoir un facteur d'attractivité pour à la fois la fidélisation, mais aussi le recrutement de nos personnels. Que cette réflexion sur la participation à la protection sociale complémentaire elle démarre avec les organisations et les représentants des personnels. Et lors de nos échanges, lors du comité technique, nous en avons tous convenu que, notamment dans le domaine de la prestation complémentaire santé, les facteurs de choix d'une complémentaire santé sont très nombreux. Ça dépend beaucoup à la fois de la composition familiale, de l'âge des personnes, de leur situation personnelle, de leur lien avec la santé, du lien éventuellement aussi avec des prestations qui pourraient être couvertes par une prestation obligatoire du conjoint. On sait aujourd'hui que ces complémentaires santé, comme on dit, la santé ça n'a pas de prix mais ça a un coût. Il y a vraiment de fortes différences. Mais par contre, ce qui nous importe, c'est que l'ensemble des agents de la collectivité soient couverts, qu'il y ait une protection, parce qu'on sait bien que pour certains, la santé, le complément de santé est important, et même si on ne va pas sur le choix d'une mutuelle obligatoire, le choix de veiller à ce que les agents de la collectivité soient couverts par une complémentaire santé nous paraît important. Voilà, que je voulais porter à connaissance. Non, c'est vrai, ça sera. Moi, je pense que. Pardon ? On parle à la haute voix. Aujourd'hui, on participe uniquement sur la garantie maintien de salaire, ce qui a été dit, entre 5 et 10 euros suivant les traitements. L'idée, c'est pas la loi nous en fait obligation, c'est de mettre ça en œuvre aussi, de réviser sur la garantie maintien de salaire, parce que 5 et 10 euros, je ne sais pas si on est en dessous du seuil minimum ou pas, et puis de mettre ça en œuvre sur la complémentaire santé, comme on dit, la mutuelle santé.
Bon, c'est important parce que ça permettra aussi de revisiter tout ça et de faire, je crois, en sorte, comme l'a dit Anne Gérin, que personne, pour des raisons notamment financières de court terme, ne passe au milieu de la raquette et se retrouve ultérieurement potentiellement dans des situations compliquées. C'est pour ça qu'on avait quand même à l'époque donné priorité à la garantie de maintien de salaire, hein, parce que je veux dire, c'est important. Je rappelle que dans la fonction publique, c'est pas comme dans le privé. Dans le privé, quelqu'un a un arrêt de maladie, il y a des indemnités journalières de la Sécu qui peuvent être prises en charge par l'entreprise ou pas, mais il y a des indemnités. Dans la fonction publique, quelqu'un qui a un arrêt maladie, au bout de 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, la personne passe à demi-traitement. Hein, d'office, ça c'est la loi. Donc le problème, la garantie maintien de salaire intervient au-delà de ces 2 mois pour dire la personne, on lui maintient son salaire par la cotisation à ce contrat labellisé mutuel. Donc c'est ça, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent dire moi je ne prends pas la garantie maintien de salaire parce que ça coûte quelques sous, je suis pas malade, j'ai besoin de mon argent, machin, mais le jour on se retrouve devant cette situation, au bout de 2 mois, demi-traitement. Et demi-traitement, c'est pas rien, je rappelle, dans une famille, hein, même si c'est une famille d'une personne. Donc c'est pour ça que ça avait été à l'époque mis en priorité là-dessus, de façon à ce qu'avec contrat labellisé, c'est-à-dire avec pas des conditions uniques pour tout le monde, et labellisé, ça permet aussi d'avoir des tarifs un peu meilleurs que si chacun le faisait de son côté. Donc voilà, donc, c'est pour ça que ça avait été à l'époque mis en priorité là. Maintenant, je pense qu'il faut passer à la complémentaire santé. Par contre, ce que je dis aussi, c'est qu'actuellement, il y a aussi un travail sur une réforme, une évolution du régime indemnitaire de l'ensemble de notre personnel. Que bien évidemment, quand on va faire bouger le régime indemnitaire, forcément, il y aura un peu plus d'enveloppe sur la table. Hein. Je veux dire, on ne fait pas un régime indemnitaire pour dire on prend un Paul pour donner à Jacques. Donc forcément, il y aura une enveloppe de plus, de X dizaines de milliers d'euros. Donc dans ce cadre-là, il y aura une discussion pour savoir est-ce qu'on en met un peu plus ou encore plus sur les problèmes de santé ou voilà, par rapport aux obligations légales. C'est des discussions qu'il y aura, mais il faut qu'on ait une discussion globale avec les représentants du personnel sur cette enveloppe qu'on dégagera, comment on la répartit au mieux entre les différents aspects que sont le maintien de salaire, la santé et le régime indemnitaire en soi. Laurent. Oui, merci. Oui, effectivement, on voit que sur les maintiens de salaire, le traitement des fonctionnaires n'est pas forcément si avantageux que ça au bout de 2 mois. C'est pas glissant sur les 12 derniers mois. Voilà, donc les gens qui sont absents des successions de 15 jours, et c'est dans les 12 mois glissants. Donc c'est pas le fonctionnariat a pas des avantages. Il y a 2 mois d'arrêt consécutifs, c'est sur les 12 mois glissants. Alors je voulais remercier Anne d'avoir traduit un petit peu les échanges qu'on avait eus en commission. C'est pas des sujets simples. On touche un petit peu aussi à la liberté des gens. Donc voilà. Par contre, je suis sur votre position de dire qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que la prévoyance et les complémentaires santé sont capitales pour tout salarié. Par contre, ça m'amène quelques réflexions. On a les applications sont pour 2025-2026, ça peut paraître loin, mais ça va arriver vite. Et même si on veut le mettre avant. C'est un peu l'objectif. Hein, oui, c'est bien pour ça que c'est bien pour ça qu'on le passe maintenant. Donc il y aura plusieurs niveaux de couverture. Par rapport aux négociations de tarifs, donc le fait déjà qu'on dise qu'il y a un maximum de personnel qui pourrait y souscrire, ça permettra de négocier. Donc ça, c'est un des avantages. L'autre, c'est une autre piste peut-être à creuser, c'est avec le Pays Voironnais, puisque toutes les collectivités sont dans le même schéma. Négocier un contrat de groupe ou un marché à bon de commande, je sais pas, enfin voilà, à voir comment est-ce que ça. Mais enfin, la ville de Vorec, bon, avec ses 200 agents et des poussières, 214, excusez-moi pour les poussières, 214 agents, on a un certain poids.
on arrive à négocier des choses. Si on prend le Pays Voironnais plus toutes les communes, voire même les grosses communes ou l'ensemble des petites, parce que ça peut faire du volume, on peut arriver à avoir un certain poids au niveau des négociations et tirer des tarifs qui peuvent être intéressants. Et juste pour finir, en parlant de dire que c'est important et que tous les salariés doivent avoir une complémentaire, j'attire l'attention que effectivement il peut y avoir des salaires très bas, des situations très difficiles. On en a parlé en commission, et même à quelques euros. Là, on parle de 30 ou 40 euros par mois. Ça représente une certaine somme que des gens ne pourront pas sortir. On ne connaît pas leur situation personnelle. Donc, envisager, ou du moins ne pas s'interdire à aller au-delà des seuils minimaux qui sont donnés par le décret. Il y a un décret qui donne 20%. Si pour débloquer une situation, avoir plus de monde, ou les plus bas salaires, notamment les catégories C, puissent y aller sereinement, si la collectivité doit mettre un peu plus par solidarité, il ne faut pas s'interdire. Et ça doit faire partie des discussions. Non, mais aujourd'hui, par exemple, sur le maintien de salaire, tu as déjà la modularité, puisque c'est entre 5 et 10 euros suivant les salaires. On parle pas du même niveau je parle pas de niveau, mais la modularité sur un salaire. Avec la différence entre la maintien de salaire et la santé, c'est que le maintien de salaire, c'est un contrat, je veux dire, standard, identique pour tout le monde, c'est-à-dire tu perds ton salaire, on te compense. Les mutuelles santé, il y a souvent des offres plus ou moins variables. Il y a le minimum vital qui ne fait pas grand-chose, et après, tu as les options qui peuvent aller très loin. Donc, c'est ça que c'est un peu plus complexe à un moment, il faut qu'on regarde ça de près, où il y a plus d'options dans un contrat santé que maintien de salaire, où c'est une option, il n'y a pas de choix pour la personne de dire, moi je prends plus. Les dents, là. Non, on n'est pas sur le même niveau de coût aussi mensuel, donc annuel. Donc c'est effectivement qu'il y a plusieurs niveaux, mais même au plus bas niveau, quand vous allez avoir un contrat, même s'il est en dessous du seuil qui était à 30 euros, si on arrive à le tirer à 25 ou 27, même avec la participation employeur, etc., ça peut rester compliqué pour certaines situations. Il faut éventuellement envisager est-ce que la participation employeur au minimum donné par le décret suffit ou pas dans notre contexte, et ne pas s'interdire d'étudier une solidarité. Voilà. Personne n'a dit qu'on allait escalader sur le minimum, bien au contraire. Je dis simplement, on va mettre une enveloppe financière sur la table à un moment pour régler toutes les questions liées à la mutuelle, liées aussi au régime indemnitaire, dans la discussion avec le personnel. On verra, on peut mettre plus sur la santé parce que ça semble prioritaire, un peu moins sur le régime indemnitaire, on verra. Je veux dire, il n'y a pas de préconçu à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut dire autre chose, parce que c'est qu'un débat, donc il n'y a pas de vote. Oui, Jean-Claude, vas-y. Simplement, sur le plan mutuelle santé, il faut faire très très attention aux situations familiales. Parce que certaines familles ne prendront certainement pas la mutuelle qu'on pourrait proposer, sachant que leur employeur propose quelque chose de mieux, participe plus. Donc il faut faire très très attention à cette réflexion, on pourrait dire, de mutualiser un peu les mutuelles pour l'ensemble des personnels, etc. Donc il faut faire très très attention. Stratégiquement, je pense qu'on ne va pas être sur quelque chose de standard et on ne peut pas c'est tellement complexe et ça répond effectivement tellement à des situations personnelles, individuelles, familiales, que je pense que voilà, on pourra peut-être proposer un contrat de mutuelle ou des contrats de mutuelle qui seront labellisés, plusieurs, mais pour autant, on ne peut pas non plus imposer à la fois le choix des garanties ou le choix de est-ce que
je fais une protection individuelle ou est-ce que j'y intègre mon conjoint, ma famille, enfin, tous ces éléments sont... Mais c'est ce qu'on a dit au départ. Le principal, c'est de s'assurer à un moment qu'il n'y ait pas trop dans la raquette. Si un membre du personnel a son conjoint qui est, je sais pas quoi, chez Schneider, chez je sais pas qui, où tout est pris en charge, les machins, ils ont le dernier modèle de... Bon, ben c'est très bien pour eux, ok. Mais après, ce qu'il faudra à la base, je pense, c'est déjà faire une enquête précise auprès du personnel pour savoir aujourd'hui s'il y a déjà des trous dans la raquette. C'est ça qu'il va falloir identifier à un moment. S'il y a des trous dans la raquette, ceux qui nous diront, ben, moi j'ai pas de problème, mon mari ou ma femme, elle est là-bas, c'est tranquille, moi j'ai tout fait payer, et tout machin, il n'y a pas de problème. C'est pas ceux-là que j'ai dit qui sont, entre guillemets, importants à vérifier. C'est tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent, pour des raisons X ou Y, ne pas avoir de mutuelle aujourd'hui, ou peut-être avoir pris des mutuelles tellement basiques que ça ne coûte pas grand-chose, voilà, et permettre peut-être à certains de passer à des stades supérieurs sur des mutuelles, parce que c'est bien, à 25 ans, c'est là, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas de souci. Et bien des fois, quand on est à 40, 45, on peut commencer à avoir des problèmes. Voilà. Et c'est pas au dernier moment qu'il faut se réveiller. Bien. Allez, puisqu'il n'y a pas de vote, on en reparlera donc d'ici quelques mois de ce sujet. Adjara toujours pour une indemnisation de compte épargne-temps. Là aussi, c'est des éléments qu'on a de façon régulière. Donc, on a statué sur les comptes épargne-temps en 2005 sur la commune. Et on a un agent qui part à la retraite effectivement au 1er juin 2022 et qui avait des reliquats de compte épargne-temps qui n'avaient pas pu être pris avant son départ pour nécessité de service. Donc il est proposé de l'indemniser à hauteur de 13 jours de CET pour un montant global de 1 755 € brut. Oui. Non, mais je soufflais dans l'oreille d'Anne. Non, juste préciser que les montants bruts, 135 € par jour, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est réglementaire. Non. 135 € par jour, ça n'est pas 40 € de l'heure. Ou alors, faut travailler 3 heures. Hein. Ouais, tu devais bien payer, Jean-Claude. Écoute, Jean-Claude. Bien, allez, messieurs, dames, je vous propose de passer au vote. C'est des oppositions, des abstentions adoptées. La parole maintenant à Charlie Pêche pour une dénomination de voix dans la ZAC de Loiry. C'est bon. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, bonsoir. Donc, je vous rappelle que dans le cadre de l'urbanisation du secteur de Loiry, il est prévu la réalisation d'une voie privée au droit de la voie verte dénommée Allée du Pré de la Chapelle, qui est une voie publique. Elle permettra notamment l'accès aux 6 logements projetés sur le lot A' suite à l'attribution des lots A et B à l'atelier Groll. Aussi, afin de procéder à la numérotation et l'adressage des futurs logements, faciliter l'accès d'éventuels véhicules de sécurité, la distribution du courrier ainsi que le raccordement à la fibre, il convient de dénommer cette future voie. Il est proposé de lui donner le nom suivant, Allée Joséphine Becker. Après avis de la commission de transition écologique, aménagement de l'espace public, urbanisme, cadre de vie et mobilité du 3 mai 2022, donc il est proposé au conseil municipal cette dénomination. Et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même en cas d'empêchement de signer tous les actes et à faire tout ce qui doit être fait dans le cadre de la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des interventions? Oui, par contre, prends la main. Cécile, prends-le. Juste rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où on a nommé la place Nathalie Arthaud, il y avait des propositions des habitants de nom Florence Arthaud, pardon. De nom de Vorépin qu'on
pourrait donner à des rues. Donc je réitère ce que j'ai dit en commission, que je trouverais chouette que dans les futures nominations de rues, on utilise des noms de Vaurépin et Vaurépine surtout aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, juste pour faire le parallèle à ce que vous aviez fait pour Rosa Parks, donc il y avait des noms, et puis le comité de pilotage a choisi un nom parmi l'ensemble des noms qui étaient proposés. Et puis bon, c'est Joséphine Baker qui a été choisie, comme vous aviez choisi à bon escient Rosa Parks à l'époque. Comment? Pour Rosa Parks, les habitants ont proposé des noms. Ah oui, c'est le comité de pilotage qui a choisi. Non, ensuite il y a eu, les habitants ont voté, et celui qui a été retenu, ça a été celui où il y a eu le plus de votes. Mais c'est pas ce que les archives disent. Bien, allez. Sur ce, Joséphine Baker, je pense, est aussi emblématique que pouvait l'être Rosa Parks dans son domaine. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées. Ensuite, retour à Anne Gérin, comme je disais en aparté, c'est sa soirée ce soir. On va parler de plusieurs délibérations concernant les salles et les prêts des salles. Donc, première délibération, création d'un dispositif de garantie par le versement d'art pour la location des salles. Oui, c'est des réflexions qui ont été... donc les trois délibérations ont le même objet, hein, c'est de toiletter effectivement les principes des locations de salles pour pouvoir... offrir à la fois des conditions d'accès aux différentes salles festives sur la commune pour les particuliers. C'est aussi pour sécuriser un petit peu la façon dont les états des lieux, les mises à disposition se font avec un cadre beaucoup plus, je dirais, un peu plus strict. Et la première des choses que l'on propose, c'est de créer un dispositif de garantie par le versement d'art pour la location des salles. Donc on propose effectivement de retenir un versement d'art à hauteur de 25% du montant total de la réservation. Je rappelle que ce dispositif ne s'appliquera pas aux associations de Vorep ni aux établissements publics ou assimilés dans leur rue, dans leur réservation, et ça va s'appliquer aux nouvelles réservations qui auront lieu à partir du 1er juin 2022. Donc après avis favorable de la commission, il est demandé au conseil municipal, de la commission culture, animation, sport, association et relations internationales, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à approuver la création d'un dispositif de garantie par le versement d'art pour la location des salles festives. Est-ce que je peux présenter les trois délibérations, puis après on échangera... Pas l'ensemble, après on fera un vote séparé, mais on fera un débat global. Hein. Alors, toujours dans la continuité, il est proposé de créer une prestation nettoyage pour l'espace festif de l'Arrosoir, la salle Armand Pugnot et la salle Marius Locatelli, qui sont effectivement les salles dites festives. Il est proposé au conseil municipal de modifier le dispositif de cautionnement pour la mise à disposition des salles festives et de réunion de la salle de Vorep, eu égard aux garanties ménage, dommages matériels, tri des déchets et perte de clés ou de badges, ainsi que la création d'une tarification pour la prestation de nettoyage des locaux festifs de l'Arrosoir, des salles Armand Pugnot et de Marius Locatelli. Donc vous avez le tarif de la prestation de nettoyage en fonction des espaces retenus par les locataires. Et on part aussi du principe qu'on viendra d'actualiser ces tarifs chaque année à la même date en nous référant à l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac, arrondi à l'euro supérieur, de manière à ce qu'on puisse l'année prochaine, donc les tarifs seront donnés à l'établissement de la convention de mise à disposition. Ils sont cumulables en fonction de l'occupation des espaces. Ils seront applicables à l'ensemble des réservations payantes de l'espace festif de l'Arrosoir.
et seront intégrés au montant total dû, à l'exception des réservations qui seraient faites par du personnel communal pour lequel le montant de la prestation de nettoyage est intégré au dépôt de caution. Pour les salles Armand Cugnot et Marius Locatelli, ces prestations de nettoyage pourront être facturées en cas de manquement aux exigences de propreté selon la grille tarifaire ci-dessus. Donc on a été obligé effectivement de créer ces deux tarifs sur Armand Cugnot et Marius Locatelli pour permettre, le cas échéant, de facturer le nettoyage. Pour les mises à disposition gracieuses, les tarifs indiqués sont cumulables aussi en fonction de l'occupation des espaces. Le montant de la prestation de nettoyage est intégré au dépôt de caution. Et toujours dans cet esprit de responsabilisation des acteurs qui louent ces salles, il est proposé d'avoir un cautionnement unique de 2 500 € pour l'ensemble des salles festives qui comprend, on l'a évoqué, les pertes de clés de badge, les dommages matériels, l'état de propreté des locaux et les tris, et donc applicable à partir du 1er janvier 2022. Qu'est-ce que j'ai dit? Janvier? Ah oui, 1er juin. Donc, pour nous permettre d'appliquer ces deux délibérations, il convient donc de modifier le règlement intérieur et les différentes conventions d'utilisation des salles festives et des salles de réunion. Donc le règlement intérieur est modifié, vous l'avez eu en amont du Conseil, il a été vu en commission. Donc de modifier l'article 2 sur la réservation-annulation par la mise en place d'un dispositif de garantie par versement d'art, l'article 4 sur les états des lieux, remise des clés, avec la mise en place de la prestation ménage, et l'article 9, hygiène-propreté, par la définition d'un niveau d'attente en termes de propreté pour les réservations payantes de l'espace festif de l'arrosoir. Également la création d'un coupon détachable à retourner au service après lecture du règlement, comme quoi les gens ont bien acté les conditions dans lesquelles ils louent cet espace, ces différents espaces. Bon, ces conventions d'utilisation permettent de fixer les périodes d'utilisation des locaux, de s'assurer de l'engagement des utilisateurs signataires à respecter les conditions visées dans le règlement intérieur. Elles sont signées donc entre les organisateurs, utilisateurs des lieux et la mairie. Et les modifications portent sur la création de ce fameux encadré pour les coordonnées du service de sécurité selon l'événement, parce que vous savez qu'en fonction du nombre de personnes accueillies, il faut effectivement avoir un service de sécurité. Donc pour ces trois délibérations, elles ont été vues en commission culture, animation, sport, association et relations internationales en date du 5 mai 2022. Un certain nombre d'amendements ou de modifications ont été portés suite aux discussions qui ont eu lieu en commission. Bien, des interventions, Laurent. Oui, merci. Effectivement, merci à Anne et puis à l'ensemble des élus majoritaires de la commission d'avoir rajouté le tri des déchets qui ne figurait pas. On a eu un débat tout à fait intéressant. Le système de cautionnement qui permet de refacturer derrière équivaut à ce qui était demandé depuis longtemps, ce qu'on demandait depuis longtemps, c'est-à-dire de bien être effectif sur le non-respect de la propreté et du tri des déchets, de pouvoir effectivement facturer quand c'était pas respecté. Jusqu'à maintenant, le fait de demander une caution de 2500 €, tout groupé, nous bloquait un petit peu sur le fait de dire non, vous n'avez pas nettoyé, vous n'avez pas trié vos déchets, et on ne pouvait pas facilement aller mettre des pénalités qui nous coûtent, parce que je rappelle que le tri des déchets, le mois dernier, on a passé une délibération, le Pays Voironnais nous a augmenté très fortement nos coûts, et donc tout déchet dans les salles communales est facturé à la ville. Donc malgré les nombreux efforts des services, il faut que tout le monde soit vigilant. Donc merci d'avoir pris en compte cette demande et cette remarque. Merci pour la prestation de nettoyage, d'avoir séparé. Alors par contre, parce que voilà, j'ai deux questions, j'ai une question et une remarque. Je vais commencer par la question. En commission, vous avez dit que c'était au coût réel de notre prestataire,
Et là, tu me dis que ça va être révisé par l'inflation. Alors l'inflation, là, on va faire la culbute cette année, hein, parce que nous annonce une très forte inflation. Les contrats, ils ont Donc, oui, mais justement, moi j'étais plus dans un esprit, c'est ce que ça coûte à la ville. Donc, vous n'avez pas fait, et encore, on met pas d'amende et ni de pénalité. On dit, voilà, on va faire le boulot avec place, et voilà ce que ça coûte à la collectivité. Je pense, plutôt que de mettre un tarif qui va être, au bout de 2-3 ans, aura divergé du coût réel, du fait de l'inflation. Alors, le jour où on sera en récession, ça va être compliqué. Donc, moi, je serais d'avis de se baser plus sur une réactualisation par rapport au coût réel. on peut le baser sur On peut modifier, au lieu de se baser sur l'inflation, sur la modification de l'évolution de notre contrat. De notre contrat. Par exemple. Oui. Je pense qu'on sera plus proche de la réalité. Et donc, je disais merci parce que c'était quelque chose qu'on demandait, surtout pour l'arrosoir. Cette prestation de nettoyage, parce que l'arrosoir, quand on l'a conçu en 2012-13, même un petit peu avant, il était prévu qu'en semaine, on vise un maximum de locations, et notamment auprès d'entreprises et de professionnels. On visait une recette à échéance de 50 000 euros par an. On n'y est pas. Mais il faut dire aussi qu'on n'a pas le taux de remplissage en semaine. On n'a pas un taux de remplissage en semaine provenant des entreprises. Et un des freins majeurs est la prestation globale. C'est-à-dire qu'un employeur, enfin une entreprise, elle va pas venir à la mairie de Voreppe pour louer la salle et puis aller prendre un truc pour le nettoyage et puis aller prendre un truc pour le traiteur, etc. C'est pour ça qu'ils viennent pas. Si on présente un truc clé en main ou le plus clé en main possible, là, pour le coup, on pourra louer, et avec le gisement qu'on a sur Centrale, et vu l'attractivité de nos tarifs de l'arrosoir, on a un gisement qu'il faut exploiter, mais par contre, il faut s'adapter au marché, à la réalité du marché. Et la prestation de nettoyage, on le demande depuis 2014, hein, donc c'est bien, ça vient. Reste le traiteur, c'est un peu plus compliqué avec les codes des marchés publics, mais je pense que des collectivités le font, donc je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire. Il faut simplement se renseigner et lancer le travail. Il n'est jamais trop tard pour commencer, donc je vous invite à y aller, parce que sans ça, on ne pourra pas remplir l'arrosoir en semaine, et c'est dommage d'avoir une salle vide en semaine alors qu'elle pourrait nous rapporter quelques sous. C'est vrai qu'on a commencé par cette étape de nettoyage. Après, c'est plus compliqué. On est effectivement... avoir un prestataire, il faudrait qu'on fasse un marché avec une délégation de service public. Enfin bon, c'est plus compliqué. Après, oui, c'est vrai qu'on sait faire les DSP, mais c'est lourd, hein, quand même, une DSP. Pour ça, je pense que l'objectif, ce serait plus d'entrer en contact avec un certain nombre de prestataires, et au moment de la réservation de la salle, voilà, dire si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à Pierre, Paul, Jacques, et voilà, donc... Si c'est pas clé en main, non, mais ça peut être clé en main. Après, ça peut être le prestataire qui nous loue la salle et il a le paquet complet. Il faut regarder, parce que nous, moi, on sait faire certaines choses, oui. On ne sait pas tout faire. Le prestataire qui surfacture après la location de notre salle, ça m'embêterait un petit peu quand même. Hein. Non, mais ça veut dire qu'il y a des accords. Ouais. Ça, non, mais bon, c'est un sujet. Au-delà de la manière de faire, c'est vrai que ça fait depuis 2014 que l'arrosoir est lancé. C'était initialement prévu comme ça. Il serait temps qu'on y aille, parce qu'on passe à côté de ressources pour la collectivité, pour la commune. Alors qu'effectivement, bon, ça demande du travail, c'est pas simple. Mais voilà, après, si vous êtes confortable au niveau du budget, vous pouvez enlever 30 ou 40 000 euros. Je rappelle que depuis 2 ans, quand même, il y a une crise sanitaire. Non, mais Luc, c'est bon, d'accord, 2 ans, il y a la crise sanitaire, mais depuis 2014, il n'y avait pas de crise sanitaire. Non, mais il y a des travaux, ça dépend de ma délégation en 2014-2020. On avait demandé au service de travailler sur le sujet, et en effet, les retours des services, c'était que c'était ultra compliqué à mettre en œuvre.
mais pas forcément que au niveau DSP où c'était compliqué d'amener un prestataire à travailler pour la collectivité, alors qu'en effet, je suis d'accord avec toi, moi, je serais prestataire, avoir un contrat entre guillemets avec une collectivité sur ce sujet-là, ça serait intéressant. Mais en tout cas, on y a pensé, hein, puisqu'on regardait pour faire entrer des... Oui, non, mais enfin, ouais, je veux te rassurer, on n'attend pas non plus toutes les idées de votre part. On arrive à réfléchir aussi. Non, mais attends, si vous avez des idées, hein. Je les souhaite. Laurent, si vous avez des idées, vous les posez sur la table, hein. Je suis là parce que c'est pas. Je Luc, pense j'ai qu'en dit pas fait, que c'est simple, il faut mobiliser Mais alors il y a après, des ça écoles veut de marché dire- public, il y a la technicité, et le professionnalisme de nos techniciens dans les services. Oui, Il y a mais non, mais ça c'est- peut être... c'est une manière de privatiser la salle, mais la salle, faut qu'on la maîtrise aussi. Donc, c'est pas si simple que ça. Non, mais, j'ai pas dit, on dit pas non, Laurent, on dit, c'est pas simple. Bon. Allez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Si, pardon. Cécile. C'est juste un tout petit commentaire sur la diapo, je crois, d'avant. Oui, c'est vrai. Je pense pas que c'est un dispositif de cautionnement dont on est en train de parler. C'est plus une caution, en fait. Parce qu'un dispositif de cautionnement, légalement, c'est autre chose, en fait. C'est juste... Attends, les arts, c'est autre chose. Hein. Non, les arts, les arts, c'est un versement que fait la personne 25%. Si pour une raison ou d'autre, la personne annule. Ce que dit Cécile, c'est qu'effectivement, on parle bien de caution. Hein, Ouais, et il y a une diapo où il y a 2 fois le mot Oui. cautionnement et dans le titre aussi. Donc c'est juste ça. Je sais pas si comment c'est dans la délire, mais voilà. Création. Et oui, du dispositif de caution pour la location de salle. On est bien d'accord. Bien. L'engagement moral, ils le prennent avec la signature du règlement intérieur. Allez, donc on vote les différentes délibérations. Première délibération qui prévoit le versement d'art pour la location de salle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Deuxième délibération qui prévoit des prestations de nettoyage. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Avec donc l'amendement. Avec l'amendement à la du contrat de règlement. Voilà, oui, bien sûr. Adopté. Troisième délibération, donc là c'est sur la modification du règlement intérieur et des conventions d'utilisation, donc qui reprennent ces évolutions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Et bien voilà, je crois que c'est. Oui, oui. Dans les textes officiels, c'est bon. C'est bien caution. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'avec Anne Gerin, c'est terminé. Nous allons passer à Jérôme Bussy pour une évolution du règlement de la restauration scolaire pour 2022-2023. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Donc avant de rentrer dans le détail, je vous lis la délib. Donc je propose au conseil municipal de valider le nouveau règlement de la restauration scolaire pour l'année 2022-2023, qui vise notamment à modifier les chapitres suivants. Ces modifications concernent donc les inscriptions et surtout les réinscriptions des familles, les réservations et les annulations des repas, les absences au restaurant scolaire et le décompte de ceux-ci, et l'attitude des enfants avec une mise en place de fiches de conduite et l'information des parents. Après avis favorable de la commission éducation périscolaire jeunesse du 3 mai 2022, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider ce règlement pour l'année scolaire à venir, donc pour l'année 2022-2023. Maintenant, je vais apporter quelques détails. Bien sûr, c'est bien. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant le premier point, inscription, réinscription, en fait, l'idée, c'est de se servir à plein régime du portail famille AIGA qui a été mis en place il y a quelques années de cela, qui va permettre aux familles donc de réinscrire les enfants, voilà, et de fournir, si besoin, et de déposer des pièces justificatives à cette réinscription. Le gros point positif, c'est toujours via le portail famille AIGA. À partir de la prochaine rentrée de septembre, les familles pourront eux-mêmes commander et décommander la prestation.
chose qui n'était pas possible jusqu'à cette prochaine rentrée. Petit rappel, on est passé à un délai d'une semaine pour désinscrire. Ensuite, on est passé à 2 fois dans la semaine, et là maintenant, les familles auront la possibilité de désinscrire 48 heures avant la fréquentation au restaurant scolaire, donc une grosse avancée. Donc un exemple, jeudi minuit pour le repas du lundi, donc les familles pourront les commander. Dimanche minuit pour le repas de mardi, donc à chaque fois, voilà, c'est 48 heures avant. Donc c'est 2 jours ouvrés. Ouvrez. Ah oui, d'accord. Le samedi et dimanche, je compte pas. Le samedi et dimanche, je compte pas. Ouvrez ou ouvrable, parce que le samedi, c'est ouvrable. C'est ouvré, hein. Ouvrez. D'accord. Ouvrez. Non, non, c'est pas que ça soit bien clair à l'esprit. Donc, tu as dit le jeudi soir pour le lundi. J'ai dit jeudi minuit pour le repas de lundi. Ouais, c'est ça. Du lundi. Ça fait moins de 48 heures, non? Ça fait moins de 2 jours ouvrés. Ça fait 2 jours. Non, mais c'est ça. C'est clairement énoncé dans le règlement. Ah oui. Il y a toutes les... Voilà, oui. Non, mais c'est écrit jusqu'au jeudi minuit pour le repas du lundi, jusqu'au dimanche minuit pour le repas du mardi. Tu vois, c'est écrit jusqu'au. Non, mais c'est ça qu'il faut expliquer, parce que si déjà on passe 10 minutes à essayer de comprendre, C'est écrit. c'est bien d'avoir Il y a rien à Il y a comprendre. le guide complet. Il y a rien à Appuyez sur le comprendre. bouton de droite, cliquez à gauche. Il n'y aura même pas besoin de lire. Ça, on a mis en place un portail famille pour que justement les familles puissent avoir accès librement et à toute démarche administrative qui lie l'enfant au restaurant scolaire et bientôt, je l'espère, au périscolaire, parce qu'on va essayer de travailler avec l'IFAC qui utilise le même portail, AIA, de voir s'ils peuvent se coller également pour également les mêmes motifs, c'est-à-dire inscription et désinscription au périscolaire. Voilà. Ensuite, absence au restaurant scolaire, décompte de repas, voilà, c'est toujours pareil, ça reprend également le même chapitre, ça veut dire que l'enfant, en cas de maladie de l'enfant, celui-ci doit être désinscrit de la restauration scolaire, donc là par les familles, en respectant les délais énumérés, donc ce que je viens de dire. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de fournir de certificat médical. C'est les parents qui iront sur le portail pour désinscrire l'enfant pour motif quelconque. Avant, il fallait un certificat médical. Oui, mais c'est parce que les délais étaient plus longs. Parce que les délais étaient carrément plus longs. Et même si des fois les parents donnaient un certificat une semaine après, voilà, ils demandaient à ce que le décompte du repas soit fait et c'était pas possible. Donc là maintenant, c'est les familles qui vont le gérer entièrement. C'est ça. Ensuite, concernant l'attitude des enfants, fiche de conduite et information des parents, tout simplement, on a supprimé ce qu'on avait appelé le carnet à smiley qui était devenu obsolète et devenu compliqué à mettre en forme et en place par les agents. Donc on va surtout privilégier ce qui a toujours été la meilleure attitude à avoir, c'est-à-dire privilégier le contact entre les personnels et les familles. Donc voilà, donc avec un échange qui pourra se faire via des horaires, les téléphones portables des agents et surtout via des adresses mail. Voilà. Donc on va vraiment privilégier l'interaction en direct. Action, tout à fait, monsieur le maire. C'est ce qui marche bien. Laurent. Oui, juste une petite erreur, et je pense que tu as répondu sur la fin. Tu as beaucoup parlé du portail famille pour les interactions, les inscriptions, etc. Et tout ce qui était dématérialisation. Est-ce qu'il y aura quand même, on conserve quand même, notamment pour réduire la fracture numérique, et voilà, est-ce qu'on conserve quand même d'autres moyens, que ce soit venir, mais je pense que c'est important de le dire, même si ça peut paraître évident, mais pour rassurer un petit peu les gens qui seraient un peu en difficulté avec ces moyens-là. Voilà, c'est important de dire les dispositions autres qu'il y a aussi. Tu as raison de préciser, Laurent, excuse-moi. 2 autres possibilités. La première, le canal que les familles connaissent bien, c'est-à-dire Par en rapport à direct. ce que tu dis, simplement pour que ça soit clair pour tout le monde, dans le règlement, par exemple pour l'annulation des repas, il est écrit dans le règlement, elles peuvent annuler les repas sur le portail famille, par mail ou par téléphone. C'est ça. C'est écrit dans le règlement, donc je veux dire, les gens qui ont des problématiques
d'accès à Internet, d'usage d'Internet. Le classique, j'allais dire. Le classique continue en vigueur, tout à fait. Et puis un accompagnement également, parce qu'il y a quand même des postes en place ici même à la mairie, au rez-de-chaussée. Il y a des postes en place également à Rosa Park avec des agents qui sont capables d'orienter les familles vers l'usage aussi. Hein. Donc voilà, le canal qu'on connaît également en passant directement par téléphone en direct avec les services. On est bien, Laurent? Bien, je vous propose. Oui, c'est. Je suis désolée, c'est juste que j'ai pas compris la première phrase en fait. Il y a de nouveau le mot cautionnement, c'est pas pour faire une ficette dessus, mais puisque. Il y a ce cautionnement, c'est bon là. C'est un copier-coller. Non, mais en plus, c'est des gens je ne pas dans la vie. Je n'ai pas dans la vie. On corrigera. C'est inscription et réinscription. C'est terrible. C'est terrible les copier-coller. Ça devait coûter. Celui qui a trouvé, qui peut dire tout de suite combien il y a de fois cautionnement, a gagné quelque chose. Bon. Désolé. Bien, allez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Jérôme Gussy, toujours pour une attribution de subvention au titre de 2022. Merci, monsieur le maire. Donc, j'expose au conseil municipal le versement de la subvention suivante. Donc, cette subvention est attribuée et demandée à être attribuée à l'association Loisirs Pluriel Porte des Alpes pour 2 enfants en situation de handicap de Vorep qui est accueilli donc dans leur établissement. Il est proposé d'attribuer la somme de 400 €. Après avis favorable de la commission d'éducation périscolaire et jeunesse du 3 mai 2022, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le versement de la subvention. Alors, pour expliquer très rapidement qui est l'association Loisirs Pluriel Porte des Alpes, en fait, c'est un centre de loisirs qui accueille des enfants en situation de handicap. Et cette association nous a sollicité il y a vraiment très peu de temps pour nous demander si la commune de Vorep voulait bien les aider financièrement à l'accueil, parce qu'en fait il y a deux familles vorépines dont 2 enfants donc de ces 2 familles qui sont accueillis dans cette association. Donc c'est pour ça que donc il y a eu un débat. Hein, je vais déjà anticiper ce que Damien. Non mais je vais anticiper parce que j'aime bien au fond des choses. Donc effectivement, cette association nous a demandé d'attribuer une somme qui était plafonnée à 800 € en fait. Hein, voilà, ils nous demandaient clairement 800 €, sans explication quelconque pour les 2 enfants. Sans réellement demander, sans avoir vraiment d'explication du pourquoi du comment 800, pourquoi 400, pourquoi pas 1000, pourquoi pas 1000. Voilà, donc pour faire un premier geste, parce que c'est surtout ce geste-là que moi je voulais vraiment soutenir, c'est vraiment le soutien en famille avant tout, avant de parler d'argent. Donc effectivement, on va pas au maximum de la subvention demandée par cette association, on va vers la moitié. Mais moi, je me félicite plutôt de pouvoir accompagner ces familles avant de parler argent. Donc, du coup, tu veux dans la perche là. Non, mais alors je te rejoins sur le fait que c'est bien de pouvoir accompagner. En fait, on a discuté en commission du fait qu'il y a d'autres subventions versées sur d'autres commissions, je pense notamment à la commission petite enfance, où on a établi des critères. Et du coup, je me posais la question de ne pas avoir un peu les mêmes critères ou de regrouper, en tout cas, voilà, juste d'avoir un traitement un peu similaire. Et c'est pour ça que du coup, vu que j'assiste aux 2 commissions, je me suis permis de dire, mais finalement, quel est le traitement qui a été fait, pourquoi 400 €, pas 800, pas 0, tout ça me paraissait logique. Donc c'est très bien de donner de l'argent, j'aurais mis presque plus, mais en tout cas il y a des critères qui auraient pu permettre de dire que c'était plus ou moins, alors discuter avec les personnes de la CSP. Et donc la question peut-être qu'il y a derrière, c'est sur ce type d'attribution, est-ce qu'il y a une logique à ce qu'elle arrive plutôt dans une commission qu'une autre? Merci. Par contre, effectivement, ça sera quelque chose à soulever. Pourquoi pas? Tout à fait. Ok, c'est noté. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Dernière délibération, Jérôme Gussy, un avenant technique concernant la DSP périscolaire. Merci, monsieur le maire. Alors,
blablabla. Donc, par délibération du 25 novembre 2021, le conseil municipal a décidé de retenir l'IFAC à la délégation de service public DSP pour la gestion de l'accueil des enfants en centre de loisirs sans hébergement et de l'accueil périscolaire des groupes scolaires de Voreppe, et a autorisé Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités et démarches nécessaires au bon déroulement de la procédure de délégation de ce service public. Il est cependant apparu à la mise en place du traité de concession que l'IFAC n'a pas été en mesure de remettre à la commune de Voreppe le cautionnement prévu à l'article 39 en raison d'une problématique bancaire. Toutefois, l'association a proposé en lieu et place un versement de garantie de 10 000 €. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver un avenant numéro 1 au traité de concession ayant pour objet de substituer à la garantie bancaire un dépôt de garantie. Monsieur le maire donne lecture du projet d'avenant qui a été adressé aux membres du conseil municipal, qui est tenu à leur disposition. Le traité de concession initial est également tenu à disposition des membres de l'Assemblée délibérante. Voilà. Oui. Y a-t-il des interventions? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vous propose de... Oui, juste renseigner en commission, c'est que pour la prochaine fois, peut-être qu'on écrira autre chose que cautionnement. Visiblement, ça ne marche pas. On l'a vu déjà dans la transparence, c'est pas chouette, mais alors du coup, pour la prochaine fois, on parle du coup garantie. Donc peut-être à garder en tête pour la prochaine fois, pour qu'il n'y ait pas de souci. Non, j'allais dire, c'est un peu comme... On est plusieurs à se poser la question de cette problématique bancaire. Sur un truc de ce taille-là, d'avoir une garantie de 10 000 €. Ne souhaite pas faire jouer une caution bancaire. Pourquoi il souhaite pas Malheureusement, elle ne permet pas d'autres solutions. Pour nous, c'est pareil. Ah, c'est pas, oui, non, parce que problématique bancaire, est-ce qu'ils ne sont pas en cessation de paiement? Est-ce que la banque veut pas les garantir sur 10 000 €? Voilà, moi, donc l'argent. Ah non, c'est autre chose que de donner 10 000 € que de dire à la banque, signez-moi un papier comme quoi j'aurai toujours 10 000 € sur mon compte. Voilà, c'est, donc, est-ce que oui, mais c'est pas gratuit, ça. Hein. Non, mais d'accord, mais tel que c'est tourné, ça pose question. Donc si ça peut être tourné, enfin expliqué, je pense que c'est, voilà, vaut mieux que les choses soient beaucoup plus claires et qu'il n'y a pas de souci financier au niveau du FAC. Voilà. Bah non, puisqu'ils vont verser 10 000 € bancaire, donc voilà. Ils vont verser 10 000 €. Donc ah oui, donc ça, oui. Oui, on perd de la, oui. Donc, alors du coup, c'est pas exactement comme ça que ça avait été dit en commission. Je crois que c'était. Parce que on l'avait tous compris comme une problématique. Oui, ou. En tout cas, c'était pas du côté du. Bien. Allez, on passe au vote. Des oppositions, des abstentions adoptées. Donc, notre conseil municipal est terminé. Donc, vous avez eu communication avec les documents de tous les marchés et avenants qui ont été pris sur le premier trimestre 2022, donc qui sont tous passés en commun pas à divers moments. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, sinon... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le conseil municipal sur un sujet ou un autre? Damien Pugrenier. Non, pardon. Ah non, Fabienne Santis. Ah, ouais. Oui, alors on aimerait, ça a été dit aussi en commission, on aimerait bien avoir les résultats du fameux sondage, là, 30 000 €. Ça sera présenté à la prochaine commission ressources et moyens. Et là encore, on pourrait avoir les documents, même préliminaires. Et en même temps, il sera public. Enfin, voilà, ça serait bien d'avoir les documents avant, pas forcément uniquement oui, l'analyse, mais l'ensemble des choses, même préliminaires. Non, mais ça sera présenté. Pas que l'analyse, résumé d'une analyse. Vous les aurez voilà. avant. Oui. Merci. Alors bon, cette commission, la prochaine réunion, elle va être, parce que si on a le compte administratif, parce qu'on sera obligé de l'avoir. Si vous voulez, la partie bilan social, on peut le passer à la suivante. Bilan social, non mais bah, voilà, c'est gentil, hein, mais faut voir les choses. Et puis je ne peux pas accepter la réponse qui nous est faite, vous le verrez à la prochaine commission. C'est quelque chose qui a été payé par l'argent public. C'est une partie du conseil municipal, les élus l'ont. Nous on ne l'a pas. Si Anne, tu m'as dit que vous aviez des résultats. Je te l'ai demandé il y a plus d'un mois. Il y a un mois. Tu as dit oui, je vais l'envoyer et je l'ai pas reçu. Non, j'ai pas dit ça. Si. J'ai dit que nous avions des résultats partiels. Oui, préliminaires, partiels, et je te les ai demandés. Tu m'as dit oui, et je les ai toujours pas. Voilà. Et je trouve pas normal que une partie du conseil des élus ait des informations et que l'autre ne l'ait pas. Voilà. Maintenant, merci de présenter. Avant. Oui, ben même demain, parce que vous les avez.
Non, ils ont été. Je sais pas, hein, je ne peux pas, je ne sais pas. Ah bah, non, mais on a eu une présentation de la part de documents. Oui, tu as de la chance d'avoir eu une présentation, j'en ai pas eu. Donc, le groupe majoritaire a les informations que nous n'avons pas. Mais c'est très récent en plus. Damien. Pendant que j'ai la parole, et puis comme ça, après, j'ai tout dit. Non, puis je suis, voilà. Je suis chaud. Et voilà, juste vous rappeler que le QR code, sur le panneau, même si c'est Corefa qui a fait les panneaux, le QR code pointe toujours sur une adresse en .ru. Donc, voilà. Bon. Piraté par Pouty. Non, donc on va éviter de faire de l'humour là-dessus, mais voilà, ça fait plus de 2 ans. Voilà, bon. Alors, est-ce que c'est moi qui dois aller faire du vandalisme aller foutre un coup de marqueur sur les trucs qui doivent être même traités en graphique, si ils sont bien respectés. Mais de Corefa, si tu veux bien. Mais enfin, que ça soit, mais c'est même pas un problème de Corefa. C'est même pas un problème de Corefa, c'est foutre un bout de Chatterton ou un bout de scotch pour pas qu'on se calme dans la commande. Après qu'on le corrige, ce serait l'idéal, et mettre un autocollant, voilà. Bon, on a mis 2 ans pour que, voilà, peut-être que, non, pour simplement un tableau de cautionnement de ménage, on en a mis 8, peut-être que là, d'ici la fin de ménage. Il s'énerve vite, et pourtant, pour l'instant, Jean-Claude Deleste n'a pas parlé avec toi. Hein. Alors, donc, on va pas y aller. Hein. Non, mais. C'est très bien passé, c'est ce que j'allais dire. Damien Bigrenier, la parole. J'ai même fini la commission. Avant Damien, je voudrais répondre à Laurent. Parce qu'effectivement, depuis 2 ans, on a interrogé Corefa. Corefa nous ont assuré qu'il n'y avait aucun pointage d'un QR code vers la Russie. Voilà, donc j'aurais déjà demandé plusieurs fois de vérifier et de corriger. Ils garantissent que ça n'a rien à voir, l'extension .ru, ça correspond à autre chose qu'un site russe. Voilà. Et tu peux aller voir avec eux que... Non, je ne vais pas voir avec eux. C'est quelque chose qui a été mis en place par la mairie, par la ville. Ça a été financé sur l'argent public. C'est quelque chose qui est mis en place par la ville, de responsabilité de la ville. C'est le circuit patrimonial. Je suis désolé, .ru, je suis d'accord que c'est un nom de domaine russe. Non. Si, c'est un nom de domaine géré... On va prendre l'ICANN. La réponse c'est non. C'est pas parce qu'il y a écrit .ru que c'est un domaine. La racine du domaine .ru est sous. Avec eux, mais eux ils garantissent que non. Okay. Voilà. N'empêche que dans la discussion avec eux et qu'ils rappellent-moi si. Non, je le dis en conseil municipal et je le redirai encore en conseil municipal tant que ce ne sera pas fait. C'est tout. Et ça avait été sur du Togo, ça avait été au Togo, en Argentine ou ailleurs, c'était pareil. On arrive sur une page en erreur, sur le plan du circuit. Je l'ai dit plein de fois, je t'ai même transmis les infos exactes. Je suis surpassé cet après-midi. Écoute. Mais non, mais. Moi, je peux essayer aussi. Bien, allez, Damien. Moi aussi, je reste dans le nez. Alors moi je voulais vous remercier pour les projets, vous savez que ça me tient à cœur d'avoir sur le site de la mairie de Rep tous les documents. Donc j'ai vu qu'il y avait des documents du projet d'école de musique et du règlement RPE. Donc, merci. Bon, il y a encore des petites coquilles dedans, mais par contre, il faut les transmettre. On les avait transmis, toutes les modifications avec les corrections, les fautes d'orthographe. Bon, elles ne sont pas été prises en compte, c'est pas très grave. Du coup, je me posais la question, parce que c'est tout récent, j'ai reçu un mail cet après-midi en tant qu'adhérent à l'école de musique. L'organigramme, du coup, va être changé ou pas dans le projet d'école de musique? Sachant que la directrice qui prend poste après va être remplacée. Oui, la directrice va être remplacée. Nous avons passé les derniers entretiens, c'est pas des auditions, monsieur le maire, c'est un entretien de recrutement. Ça ne voulait pas passer des auditions. Donc, on devrait valider d'ici la fin de semaine le recrutement du remplaçant ou de la remplaçante de la directrice de l'école de musique et elle devrait pouvoir, il devrait pouvoir être disponible pour la rentrée de novembre. D'accord. Du coup, à voir s'il faut changer l'organigramme, parce que c'est vrai qu'en général, c'est le poste qui apparaît. Oui, mais c'est vrai que... Et ça pose question aussi, parce que ça fait, c'est le 24 mai que la directrice quitte ses fonctions. Pour la fin d'année, où il y a pas mal de manifestations de l'école de musique, est-ce qu'il y a... Donc elle sera en roue libre pour cette manif?
Le mail indique le 24 mai ou 26 mai, peut-être. 24 mai. Eh bien, peut-être. D'accord. Mais après, il y a... L'avantage, c'est qu'on a quand même une équipe de 20 professeurs sur l'école de musique. Et moi, je tiens à remercier Karine Berle, la directrice, qui, suite aux échanges que nous avons eus, par exemple, à la commission Petite Enfance sur la journée enfance-jeunesse, s'est mobilisée de manière à ce que... pour ce temps festif avec les plus jeunes, il y a une prestation de l'école de musique. Voilà. Donc, elle est restée un peu plus d'1 an. Elle s'est impliquée, elle a fait évoluer le projet d'établissement. Donc, elle a choisi de ne pas rester sur le VOREP, mais pour autant, elle reste impliquée jusqu'au bout. D'accord. Merci. Puis on a discuté sur le PEDT, a priori, il devrait être en ligne incessamment sous peu. Donc, merci pour ces documents. J'ai 2 autres petits points, c'est en rapide. C'est une proposition. Les panneaux numériques, on a vu que ça y est, ils deviennent un peu plus bicolores pour que ça soit plus lisible, on va dire. C'est vrai que c'est mieux. En revanche, les informations tournent très vite. Est-ce qu'il serait possible de mettre le même carrousel sur le site de la ville pour que les gens qui ont capté une information mais qui n'ont pas eu le temps de noter, au lieu de rester au feu rouge, le temps qu'elle revienne, on le revoit en mettant quelque chose, un encart panneau de la semaine ou du jour. C'est une information souvent où il y a un numéro, on n'a pas le temps de noter réellement, on n'a pas le temps de le noter. Donc si on peut retrouver l'information, sinon c'est quand même dur de faire des recherches. Ça serait assez logique. Ouais, parce que moi, par exemple, j'ai eu une info d'une chasse aux œufs et on était coincés à la maison à cause du Covid et j'étais dégoûtée parce que en fait, j'ai jamais su où elle était la chasse aux œufs de Lorette. Et j'ai pas trouvé sur Facebook et j'ai pas trouvé sur le site web, j'ai trouvé nulle part. En fait, peut-être qu'il n'y en avait pas, mais je l'ai vu sur un panneau. Et en plus, il n'y a pas de siège pour attendre que ça défile jusqu'à l'heure. Bon. Donc c'est voilà, une proposition, ça pourrait être judicieux, c'est juste remettre, ça va pas être très très compliqué. Et toujours dans les propositions, vous en faites ce que vous voulez, il y a énormément de manifestations à VOREP, de tout type, pour les jeunes, pour les seniors. C'est vrai que dans le VOREP et moi, elles y sont, mais souvent par l'entrée thème. Donc il faut être soit CCAS, soit entrée loisirs, soit... Et si on sait qui on a envie de jouer, c'est bien. Mais sinon, on n'a pas de planning d'agenda disant, tiens, la semaine prochaine, je sais pas trop quoi faire. Ah, mais il y a un super truc à Rosa Parks, j'ai envie d'y aller. Si c'était possible d'avoir des plannings, c'est assez facile, avec des liens en plus qui ouvriraient, je pense qu'on gagnerait en valorisation et puis en participation à la ville, en visibilité. On a tout à gagner. Ça va pas être très très coûteux de faire un tout petit planning chaque mois. Et si en plus ce planning, on peut le pousser à 1 mois et demi, ça permettrait parfois les VOREP et moi décalent. Non, mais parce que les VOREP et moi sortent parfois le 5 du mois. Il y a des manifestations le 5, là, je pense. Mais après, si on est dans le VOREP et moi, faut qu'on ait la même chose sur le site internet. Exactement. Qui peut être mise à jour. Parce que, exactement. Le calendrier sur 1 mois et demi. Dites-vous qu'il y a des gens qui regardent, qui n'ont pas trop internet, qui auront le VOREP et moi, et puis il y a des gens qui vont en vouloir plus. Les deux, une fois que vous les faites, en général, c'est format numérique, le mettre sur le VOREP et moi et sur site. J'ai l'impression qu'on pourrait valoriser, dynamiser la vie de VOREP, et pour des gens qui n'avaient pas trop d'idées, c'est une façon de les intéresser, plus que de dire, on sait déjà ce qu'on veut faire et on y va. Voilà, c'est une proposition. Le jour où je le vois, franchement, je suis super content. Charlie. Oui, simplement, sur les panneaux d'information, déjà, je suis heureux de voir que finalement, c'est un outil efficace. Même si on peut encore améliorer. Pas encore, hélas pas encore, parce qu'on pas encore, mais en tout cas, on a beaucoup de retours plutôt positifs. Oui, alors c'est vrai qu'on il soit, et en plus il y a beaucoup d'informations au début, et du coup c'est plus lisible. Alors c'est vrai que ça semble un peu au panneau d'avant où il y avait quelques lignes, mais c'est beaucoup plus visible qu'il y a une information plus condensée. C'est beaucoup plus lisible, effectivement. Et donc prendre en compte les observations, parce qu'effectivement on peut encore améliorer ce qui est en place. Voilà. Et puis la même chose pour ce qui concerne le planning. On a plusieurs supports d'information qui se complètent les uns les autres, mais effectivement, après, on essaye de mettre en cohérence les uns les autres. Au niveau planning, je n'ai pas connaissance d'un planning vraiment. On se dit, tiens, le 5 juin, qu'est-ce que j'ai ? Il y a les faux et le VOREP, je vais courir. Alors, mettre à disposition le planning du maire, pourquoi pas ? Non, il n'y a pas tout. Est-ce que au 5 juin, fouet de VOREP, est-ce que vous êtes inscrit déjà ? Oui, bon, ça va. Vous voulez inscrit pour le dire. Ah, bon. Oui. On a ça, c'est un séquençage, temporalité. Ouais. Ça peut être plus lent ou ça défie? Ah non, on programme ce qu'on veut, on peut le laisser 2 heures. On peut pratiquement tout faire. Donc, on peut tout faire. Oui,
Non, mais on peut jouer sur le temps de passage, sur le repassage plus ou moins rapide. C'est pas ton défi, en fait. Ah, c'était pas le temps. C'est pas toi, toi-même, tu es en train de rouler, tu ouvres la 30, tu n'as pas le temps d'être une minute, on s'arrête. Il faut s'arrêter, il faut prendre son appareil. On va rallonger les feux rouges. Bien, ok. Messieurs, dames. Serein, parce que là, moi, je suis revenue de Saint-Égrève. J'ai pas vu un vélo respecter les feux rouges quand je me suis arrêtée. J'ai trouvé ça quand Il y a même. des petits panneaux qui autorisent s'il y a Oui. passer, hein. Ah ben non, pas sur les carrefours, les vrais carrefours. Quand on a un tourne à droite, on peut, avec le petit triangle, effectivement. Mais ceux qui traversent, j'ai trouvé que. Je sais. Donc moi j'avais le temps de lire les panneaux de Saint-Égrève, mais les cyclistes n'avaient pas le temps. Mais un chauffard à vélo fera peut-être un petit peu moins de mal qu'un chauffeur à voiture. Ouais. Bien, messieurs, dames, je clôt cette séance. Est-ce que Gilles Berger, notre unique spectateur, a une question? Tout va bien. Eh bien, messieurs, dames, bonne soirée.